Sur ce, braves gens, c'est l'heure de démarrer. Chers viewers et vieweuses et chers rediffs, bienvenue dans cette nouvelle horrifique histoire. Bonsoir à toutes et tous. Ce soir, dans Horrifique Histoire, Talion, une nouvelle de Clark Ashton Smith, publiée en 1931. Et c'est parti. Je n'avais pas pensé à couper cet effet de merde. Je n'avais pas travaillé depuis plusieurs mois et mes économies avaient presque entièrement fondu. On comprendra donc la joie que j'éprouvais en recevant une réponse favorable de John Carnby, qui m'invitait à venir en personne lui présenter mes titres. John Carnby avait inséré une annonce pour demander un secrétaire, stipulant que tous les candidats devaient lui envoyer par écrit un exposé préliminaire de leurs capacités. J'avais répondu à cette annonce. Sans doute, John Carnby était-il un savant retiré du monde qui répugnait à prendre contact avec une longue suite d'inconnus. Aussi, avait-il retenu un procédé qui lui permettait d'éliminer par avance, sinon tous, du moins un grand nombre de ceux qui étaient inéligibles. Il avait spécifié ses désirs de façon complète et brève, et ces derniers étaient de nature à barrer la route à tout homme ordinaire normalement instruit. Il réclamait, entre autres, une connaissance de l'arabe. Or, j'avais heureusement acquis une assez bonne connaissance de cette langue peu commune. J'avais découvert l'adresse indiquée, malgré l'idée vague que j'avais du lieu où elle pouvait se trouver, au bout d'une avenue qui s'étirait au sommet d'une colline, dans les faubourgs d'Auckland. C'était une grande maison à 2 étages, ombragée de vieux chênes, assombrie par un manteau de lierre demeuré vierge qui l'avait envahi et entourée de haies de troènes non taillées, de massifs d'arbustes redevenus sauvages depuis bien des années. Elle était séparée des propriétés voisines par un terrain vague livré aux herbes folles d'un côté et de l'autre par un entrelac d'arbres et de plantes grimpantes enveloppant les ruines noircies d'un hôtel particulier qui avait brûlé.
même mis à part son air d'abandon prolongé, ce lieu avait quelque chose de désolé et de lugubre. Quelque chose qui tenait aux lignes de la maison, masqué par le lierre, aux fenêtres dérobées, peu éclairées, aux silhouettes même des chênes difformes et des arbustes curieusement rampants. Ma joie, je ne sais pourquoi, perdut un peu de son exubérance au moment où je pénétrais dans la propriété et m'engageai dans le sentier non ratissé qui menait à la porte d'entrée. Quand je me trouvais en présence de John Carby, je vais dire Carby maintenant parce que je pense que je le disais mal et qu'on va encore me reprendre dans le chat. Quand je me trouvais en présence de John Carnby, mon allégresse diminua encore un peu plus. J'aurais pourtant été incapable de fournir une raison concrète à ce frisson prémonitoire, à cette impression pesante et sombre d'angoisse que j'éprouvais, et à la manière brutale dont ma gaieté s'était soudain alourdie. Peut-être était-ce à cause de la sombre bibliothèque dans laquelle il me reçut, autant qu'à l'homme lui-même. Une pièce dont les ombres et l'odeur de moisi ne devaient jamais pouvoir être totalement dissipées par le soleil ou la lumière artificielle. À vrai dire, c'était sûrement cela, car, en ce qui concernait John Carnby, il ressemblait beaucoup à l'image que je m'en étais fait. Il avait tout du savant solitaire qui avouait de patientes années à quelques recherches érudites. Il était maigre et voûté, avec un front haut auréolé d'une masse de cheveux grisonnants. En outre, la pâleur due à une vie passée en bibliothèque se retrouvait sur ses joues creuses et rasées de près. Cependant, il manifestait aussi une extrême nervosité, un tassement craintif, plus accentué que la timidité normale d'un reclus, une appréhension incessante, enfin, que trahissait chaque regard de ses yeux cernés et fiévreux, chaque mouvement de ses mains osseuses. Selon toute vraisemblance, sa santé avait été fortement ébranlée par la trop grande application apportée à ses études, et je ne pouvais m'empêcher de me demander sur quoi elle pouvait bien porter pour avoir fait de lui cette ombre tremblante, aux nerfs détraqués. Il y avait pourtant en lui quelque chose, la carrure peut-être de ses épaules rentrées, le côté franc et aquilin dans les lignes de son visage, qui me donna l'impression qu'il avait eu autrefois une très grande force et une vigueur qui n'était pas complètement épuisée. Sa voix sonnait avec une profondeur et un timbre inattendus. « Je crois que vous ferez l'affaire, monsieur Ogden », me dit-il, après quelques questions de pure forme, dont la plupart avaient trait à mes connaissances linguistiques et, en particulier, à ma maîtrise de l'arabe. « Vos travaux ne seront pas très pénibles, mais je désire avoir quelqu'un qui puisse être sur place à ma disposition chaque fois que je l'estimerai nécessaire. Il vous faudra donc vivre avec moi. Je peux vous donner une chambre confortable et je vous assure que vous ne serez pas empoisonné par ma cuisine. Je travaille souvent la nuit. J'espère cependant que vous ne trouverez pas ces heures irrégulières trop désagréables. » J'aurais certainement dû me sentir fou de joie
en recevant l'assurance que le poste de secrétaire allait me revenir. Au lieu de quoi, j'éprouvais une répugnance vague et irraisonnée, un obscur pressentiment de malaise, au moment même où je remerciais John Carnby et où je lui disais que je serais prêt à emménager chez lui quand il le désirerait. Il me sembla très satisfait, et l'étrange appréhension que j'avais perçue dans ses manières disparut pour un temps. Venez immédiatement, cet après-midi même, si vous le pouvez, me dit-il. Je serai très heureux de vous avoir ici, et le plus tôt sera le mieux. Je vis entièrement seul depuis quelque temps, et je dois avouer que la solitude commence à me peser. Il faut vous dire aussi que j'ai pris du retard dans mes travaux, faute d'avoir été secondé de façon adéquate. Mon frère vivait auparavant avec moi et il m'aidait, mais il est parti pour un long voyage. Je redescendis en ville, regagnai mon appartement, réglai mon loyer avec les quelques sous que j'avais encore, fis ma valise et, en moins d'une heure, j'étais de retour chez mon nouvel employeur. Il m'attribua une chambre au second étage qui, bien que poussiéreuse et pas aérée depuis longtemps, était beaucoup plus luxueuse que la chambre salle à manger où la baisse de mes fonds m'avait obligé à vivre depuis un certain temps. Il m'entraîna ensuite jusqu'à son propre studio qui se trouvait au bout d'un couloir au même étage. C'était là, m'expliqua-t-il, que se ferait la plus grosse part de mon futur travail. J'eus du mal à retenir une exclamation de surprise en découvrant l'intérieur de cette chambre. Elle ressemblait beaucoup à l'idée que je me faisais de l'antre d'un vieux sorcier. Il y avait des tables couvertes d'instruments archaïques d'un usage mystérieux, de cartes astrologiques, de crânes, d'alambics et de cristaux, avec des encensoirs semblables à ceux dont on se sert dans le rite catholique. Des volumes dont la reliure de cuir avait été attaquée par les vers et les fermoirs mouchetés par le verre de gris. Le squelette d'un grand singe était dressé dans un coin. Dans un autre, c'était celui d'un homme. Quant au plafond, c'était un crocodile empaillé qu'on y avait suspendu. Il y avait des casiers débordant de livres, et un coup d'œil superficiel suffit à me révéler que ces derniers constituaient une collection singulièrement complète d'ouvrages anciens et modernes consacrés à la démonologie et à la magie noire. On apercevait sur les murs plusieurs peintures et gravures étranges qui se rapportaient à des thèmes voisins. Ainsi, toute l'atmosphère de la pièce s'était-elle façonnée par ce mélange de bizarreries à demi oubliées. D'ordinaire, j'aurais souri en me voyant confronté avec de tels objets, mais je ne sais pourquoi.
dans cette maison solitaire et lugubre, aux côtés d'un Carnby névrosé et en proie au cauchemar, j'eus toutes les peines du monde à réprimer un frisson. Sur l'une des tables, contrastant de manière incongrue avec ce mélange de médiéval et de satanique, il y avait une machine à écrire, entourée de piles de feuilles d'un manuscrit en désordre. À l'une des extrémités de la pièce, une petite alcôve fermée par un rideau abritait le lit où dormait Carnby. À l'extrémité opposée, entre le squelette de l'homme et celui du singe, j'aperçus un placard fermé encastré dans le mur. Carnby avait remarqué ma surprise et m'observait avec une expression curieuse, analytique, qu'il m'était impossible de pénétrer. Il ouvrit alors la bouche pour me donner quelques explications. J'ai consacré toute mon existence à l'étude de la démonologie et de la sorcellerie. C'est un domaine fascinant et qui a été singulièrement négligé. Je prépare à présent une monographie dans laquelle je tente de mettre en corrélation les pratiques magiques et la démonolatrie de tous les âges et de tous les peuples. Votre travail, au moins pour le moment, consistera à taper et à classer les volumineuses notes préliminaires que j'ai prises, puis à m'aider à retrouver d'autres références et d'autres correspondances. Votre connaissance de l'arabe me sera précieuse, car je ne suis pas très versé moi-même dans cette langue et j'ai besoin de connaître certains éléments essentiels d'un exemplaire du Necronomicon dans le texte arabe original. J'ai des raisons de penser qu'il y a certaines omissions et quelques erreurs de traduction dans la version latine d'Olaus Wormius. J'avais entendu parler de ce volume rare et presque fabuleux, mais je ne l'avais jamais vu. Le livre était supposé contenir les secrets ultimes d'une connaissance maligne et interdite. On prétendait en outre que le texte original, écrit par l'arabe fou Abdul al-Azred, était introuvable. Je me demandais comment il était parvenu en la possession de Carnby. « Je vous montrerai ce volume après le dîner, » poursuivit Carnby. « Vous serez sans doute à même d'élucider un ou deux passages qui m'ont longtemps intrigué. » Le repas du soir, préparé et servi par mon employeur lui-même, consistait à un heureux changement au régime médiocre du restaurant. Carnby paraissait avoir perdu une grande partie de sa nervosité. Il parla beaucoup, et alla même jusqu'à faire preuve d'une certaine savante gaieté après nous avoir fait vider une bouteille d'un sauterne moelleux. Pourtant, sans raison manifeste, j'étais troublé par des signes et des présages menaçants que je ne pouvais analyser, pas plus que je ne parvenais à remonter à leur véritable source.
nous regagnâmes le studio et Carnby sortit d'un tiroir fermé à clé le volume dont il m'avait parlé. Il était d'une ancienneté extraordinaire et recouvert de plaques d'ébène où couraient des arabesques d'argent, entre lesquelles s'incrustaient des grenats qui luisaient sombrement. Quand j'en ouvris les pages jaunies, je reculai sous l'effet d'une révulsion involontaire devant l'odeur qui s'en élevait. Une odeur plus que suggestive d'une décomposition physique. C'était comme si le livre avait reposé auprès de cadavres dans quelques cimetières oubliés et qu'il se fût chargé des relents de la charogne. Les yeux de Carnby luisaient d'un éclat fiévreux lorsqu'il me prit le vieux manuscrit des mains et se mit à chercher une page vers le milieu. Il pointa son maigre index sur un passage précis. « Dites-moi ce que vous comprenez à cela », me dit-il dans un murmure tendu et excité. Je déchiffrai le passage lentement, avec quelques difficultés. Puis je pris le crayon et le bloc que m'avait offert Carnby et je fis une première version en anglais. Puis, à sa requête, je me mis à le lire à haute voix. Il n'est, en vérité, connu que d'un petit nombre, bien que cela demeure néanmoins un fait dont on peut témoigner, que la volonté d'un sorcier mort a pouvoir sur son propre corps, et qu'elle est capable de le faire sortir de la tombe, et qu'elle peut mener à bien avec cela n'importe quelle action demeurée inachevée au cours de sa vie. Et de telles résurrections ont invariablement lieu pour l'accomplissement d'actions malveillantes et faites au détriment d'autrui. Le corps peut être plus aisément animé si tous les membres sont demeurés intacts. Il existe pourtant des cas où la volonté du magicien, surpassant tout, a arraché à la mort les morceaux disjoints d'un corps coupé en de nombreux fragments et les a contraints de servir à ses fins, soit séparés, soit au cours d'une réunion temporaire. Mais, dans tous les cas, une fois l'action achevée, le corps a retrouvé son état antérieur. Tout cela n'était, bien entendu, que charabia délirant. Il est vraisemblable que c'est plus ce qu'avait d'étrange et de malsain le regard de mon employeur, tandis qu'il m'écoutait complètement absorbé, que ce maudit passage du Necronomicon qui fit naître ma nervosité et me fit sursauter violemment quand, vers la fin de ma lecture, j'entendis un bruit de glissement indescriptible dans le couloir. Pourtant, quand après avoir terminé le paragraphe, je levai les yeux vers Carnby, je fus plus que surpris de découvrir sur ses traits une expression de terreur nue. L'expression d'un homme hanté par un fantôme infernal. J'eus
Je ne sais pourquoi. Le sentiment qu'il prêtait plus attention à ce bruit curieux dans le couloir qu'à ma traduction d'Abdul al-Azred. Cette maison est pleine de rats, m'expliqua-t-il, en surprenant mon regard interrogateur. Je n'ai jamais pu m'en débarrasser en dépit de tous mes efforts. Le bruit, qui durait encore, était celui qu'un rat aurait pu faire s'il avait tiré lentement un objet sur le sol. Il me parut qu'il se rapprochait, arrivé à la porte de la chambre de Carnby, puis, après un silence, qu'il recommença à se déplacer et à reculer. L'agitation de mon employeur était très nette. Il écoutait, tendu, rempli de crainte, et paraissait suivre le progrès du bruit, tandis que la peur montait en lui au fur et à mesure que celui-ci se rapprochait et qu'elle décroissait un peu quand il s'éloignait. Et coucou Parasiters. Je suis très nerveux, déclara-t-il. J'ai trop travaillé ces derniers temps, et voilà le résultat. Un léger bruit suffit à m'inquiéter. Le bruit était allé mourir à présent dans quelque autre partie de la maison. Carnby parut se reprendre, dans une certaine mesure. Voulez-vous, s'il vous plaît, me relire votre traduction ? Je voudrais la suivre très soigneusement, mot à mot. J'obéis. Il écouta avec le même regard complètement absorbé qu'il avait eu auparavant. Mais cette fois, nous ne fûmes pas interrompus par le moindre bruit venant du couloir. Le visage de Carnby devint plus pâle encore, comme si les dernières gouttes de sang l'avaient quitté, quand je lui lus les dernières phrases. La lueur qui brillait dans ses yeux enfoncés eut alors quelque chose de la phosphorescence qui règne dans un caveau profond. Voilà un passage très remarquable. J'avais des doutes sur sa signification, étant donné l'imperfection de mon arabe. Je me suis aperçu que ce passage avait été complètement omis de la version latine d'Olaus Wormius. Je vous remercie de l'intelligence de votre traduction. Vous avez assurément fait la lumière sur ce point pour moi. Son ton était sec et formel, comme s'il se dominait et retenait tout un monde de pensées et d'émotions insoupçonnables. J'eus l'impression, je ne sais pourquoi, que Carnby était plus nerveux et plus inquiet que jamais, et en même temps que ma lecture du Necronomicon avait, de quelque mystérieuse façon, contribué à accroître son trouble. Une expression effrayante avait envahi son visage, comme si son esprit avait été accaparé par quelque sujet importun et interdit. J'eus l'impression, je ne sais pourquoi, que Carnby était plus nerveux et plus inquiet que jamais. Et en même temps que ma lecture du Necronomicon avait de quelque mystérieuse façon contribué à accroître son trouble. Une expression effrayante avait envahi son visage,
comme si son esprit avait été accaparé par quelques sujets importuns et interdits. Bonsoir Willowcha et bienvenue. Et merci pour le follow. J'avais oublié un truc. Le bot résumé. Putain, c'est le résumé Ozrine magnifique. Il parut cependant se reprendre et me demanda de lui traduire un autre passage. C'était une étrange formule incantatoire pour exorciser les morts qui s'accompagnait d'un rituel impliquant l'usage de rares épices arabes et le chant d'une litanie d'une centaine de noms de ghouls et de démons. Je recopiais tout cela pour Carnby. Le rhume me fait chier. Je recopiais tout cela pour Carnby, qu'il étudia longuement avec un intérêt plus vif que ne l'aurait été celui d'un érudit. Cela non plus, observa-t-il, ne se trouve pas chez Olaus Wormius. Après l'avoir parcouru une fois de plus, il plia soigneusement le papier et le rangea dans le tiroir où il avait pris le Necronomicon. Cette soirée fut l'une des plus étranges que j'ai jamais passées. Alors que nous étions assis depuis des heures à discuter de traduction partielle de ce volume païen, j'en vins à comprendre de manière toujours plus nette que mon employeur était mortellement effrayé, qu'il redoutait de rester seul et me gardait auprès de lui uniquement pour cette raison. Il semblait toujours attendre et écouter avec une impatience pénible et torturante pour lui, et je vis qu'il ne prêtait qu'une attention machinale à une grande partie de ce que je lui disais. Parmi les bizarres objets de cette pièce, dans cette atmosphère lourde d'un mal qui ne s'était pas encore manifesté, où l'horreur demeurait encore silencieuse, ce qu'il y avait de rationnel dans mon esprit commença à s'incliner lentement devant une recrudescence de noires craintes ancestrales. Méprisant ces choses en temps normal. Bonsoir Pongix, et merci beaucoup Gwenaelf du follow. Bienvenue. Désolé d'avance, je suis enrhumé ce soir, c'est pour ça que je reprends plus souvent mon texte que d'habitude. Méprisant ces choses en temps normal, j'étais prêt désormais à croire aux créations les plus maléfiques d'une imagination superstitieuse. Sans doute, par quelques procédés de contagion mentale, avais-je contracté la terreur cachée dont souffrait Carnby. L'homme ne trahit cependant ni par un mot, ni par une syllabe, les sentiments réels que révélait de toute évidence son comportement. Il parlait sans cesse de troubles nerveux. Plus d'une fois, au cours de notre discussion, il tenta d'indiquer que l'intérêt qu'il portait au surnaturel et au satanisme était purement intellectuel, que lui, tout comme moi, n'ajoutait nullement foi en ce qui le concernait à de telles choses. Pourtant, je savais sans aucun doute que ces explications étaient fausses, qu'il était poussé et obsédé par une croyance véritable en tout ce qu'il prétendait pouvoir considérer avec un détachement scientifique, qu'il avait sans doute succombé à quelque horreur imaginaire née de ses recherches occultes. Mais mon intuition ne me fournissait aucune clé
quant à la nature profonde de cette abomination. Il n'y eut pas de répétition des bruits qui avaient tant inquiété mon employeur. Nous dûmes demeurer ensemble jusqu'à minuit passé, les écrits de l'arabe fou ouverts devant nous. Carnby parut enfin se rendre compte de l'heure tardive. « Je crains de vous avoir gardé éveillé trop longtemps, » dit-il en s'excusant. « Il faut que vous alliez dormir un peu. Je suis égoïste et j'oublie que de telles heures ne sont pas habituelles aux autres, si elles le sont à moi. » Je lui opposai une dénégation absolue, m'adressant les reproches que la courtoisie demandait, lui souhaitai une bonne nuit et regagnai ma propre chambre, terriblement soulagé. Il me laissa, non, il me sembla laisser derrière moi, dans la chambre de Carnby, toutes les sombres craintes et l'oppression que j'y avais ressenties. Une seule lampe éclairait le couloir. Elle se trouvait près de la porte de Carnby, tandis que ma propre porte s'ouvrait à l'autre bout, près du haut de l'escalier plongé dans une profonde obscurité. Comme je cherchais la poignée à tâtons, je perçus un bruit derrière moi et me retournai pour apercevoir dans la pénombre un petit corps indistinct sauter du palier et retomber sur la première marche de l'escalier avant de disparaître. J'étais atrocement effrayé, car même dans ce coup d'œil vague et trop rapide, cette chose m'avait paru beaucoup trop pâle pour être un rat, et sa forme n'avait pas du tout rappelé celle d'un animal. Je n'aurais pu jurer de quoi il s'agissait, mais les contours m'en avaient paru d'une monstruosité innommable. Comme je ne me... Oh putain, je galère avec le rhume, ça me saoule. Désolé. Comme je demeurais là, tremblant violemment de tous mes membres, j'entendis dans l'escalier un curieux rebondissement qui se répétait et qui évoquait la chute d'un objet roulant de marche en marche. Le bruit se répéta à intervalles réguliers. Puis il finit par s'arrêter. La sécurité de mon âme et de mon corps en eût-elle dépendu? Je n'aurais pu allumer la lumière dans l'escalier. Pas plus que je n'aurais pu, non plus, m'avancer jusqu'aux dernières marches pour m'assurer de la façon dont s'opérait ce rebondissement monstrueux. N'importe qui, semble-t-il, aurait agi ainsi. Au lieu de cela, après un moment de virtuelle pétrification, je pénétrai dans ma chambre, fermai la porte et me mis au lit dans un tumulte de doutes que je n'avais pas résolu et de terreurs équivoques.
Je laissais la lumière brûler et demeurais éveillé pendant des heures, attendant que se renouvelle à tout instant cet abominable bruit. Mais la maison était aussi silencieuse qu'une morgue, et je n'entendis rien. Je finis donc, en dépit de mes appréhensions, par m'endormir, et je ne me réveillai qu'après bien des heures d'un sommeil lourd et sans rêve. Il était 10 heures du matin, comme ma montre me le précisa, et je me demandais si mon employeur m'avait laissé dormir par attention ou s'il ne s'était pas encore levé lui-même. Je m'habillai et descendis pour le trouver qui m'attendait à la table du petit déjeuner. Il était plus pâle et plus tremblant que jamais, comme s'il avait très mal dormi. « J'espère que les rats ne vous ont pas trop ennuyé, » remarqua-t-il, après m'avoir accueilli avec quelques paroles aimables. « Il faut absolument faire quelque chose à leur sujet. » « Je ne les ai pas entendus du tout, » répliquai-je. Je ne sais pas pourquoi. Il m'était absolument impossible de faire allusion à la chose étrange et ambiguë que j'avais vue et entendue au moment d'aller me coucher la veille. Sans doute m'étais-je trompé. Sans doute, après tout, n'avait-ce été qu'un rat traînant quelque chose jusqu'au bas de l'escalier. J'essayais d'oublier le bruit hideux et répété, la brève vision dans l'ombre des contours inconcevables. Mon employeur me jeta un coup d'œil d'une acuité mystérieuse, comme s'il avait voulu pénétrer jusqu'au fin fond de mon âme. Le petit déjeuner fut bien morne. La journée qui suivit ne fut pas moins lugubre. Carnby s'isola jusqu'au milieu de l'après-midi, et je fus livré à moi-même dans la bibliothèque, riche mais classique, du rez-de-chaussée. Ce que Carnby faisait seul dans sa chambre, je ne pouvais que le deviner. Mais il me sembla plus d'une fois entendre les intonations étouffées et monotones d'une voix solennelle. Des soupçons qui engendraient l'horreur, des intuitions qui me révulsaient, envahirent mon cerveau. De plus en plus, l'atmosphère de cette maison m'enveloppait et m'étouffait de son mystère empoisonné, miasmatique. Je sentais se tramer partout l'invisible complot d'un cube malin. Je vois très bien de quoi tu parles, Ozra. J'ai la rêve. Ce fut presque un soulagement pour moi quand mon employeur me demanda de venir le rejoindre dans son studio. En entrant, je remarquai l'odeur puissante,
aromatique, et je fus touché par les derniers tourbillons d'une vapeur bleue, comme si on avait brûlé des gommes et des épices d'Orient dans les encensoirs. Un tapis disparant avait été enlevé de la place qu'il occupait habituellement près du mur pour être déposé au centre de la pièce. Mais ce n'était pas suffisant pour recouvrir entièrement une marque violette incurvée qui suggérait le dessin d'un cercle magique sur le plancher. Carnby avait probablement procédé à quelque incantation. Je songeais à la terrible formule que j'avais traduite, à sa requête. Il ne m'offrit cependant aucune explication au sujet de ce qu'il venait de faire. Son comportement s'était transformé de façon remarquable. Il se contrôlait mieux et paraissait plus confiant qu'il ne l'avait été jusque-là. C'est avec quelque chose d'affirmé dans le geste qu'il déposa devant moi une pile de feuilles manuscrites qu'il voulait que je lui tape. Le cliquetis familier des touches contribua quelque peu à dissiper mes appréhensions d'un malaise indéfinissable. Et je pus presque sourire devant ce qu'avaient de recherché et de considérable toutes les informations contenues dans les notes de mon employeur, qui traitaient surtout de formules pour l'acquisition d'un pouvoir illégitime. Mais tout de même, bien qu'en partie rassuré, je sentais que persistait toujours une inquiétude indéfinissable. Le soir arriva. Après notre repas, nous retournâmes ensemble dans le studio. L'attitude de Carnby était tendue maintenant, comme s'il attendait avec impatience le résultat de quelque expérience secrète. Je repris mon travail. Son émotion se communiqua pourtant en partie à moi, et je me surpris, de temps à autre, en train de tendre l'oreille pour écouter je ne sais quoi. J'entendis enfin, au-dessus du cliquetis des touches, le frôlement si particulier qui reprenait dans le couloir. Carnby l'avait entendu lui aussi, et son assurance avait totalement disparu, faisant place à la peur la plus pitoyable. Le son se rapprocha,
et fut suivi du bruit sourd d'un objet que l'on traînait. Puis, il y eut d'autres sons, impossibles à identifier, mélange de frottements et de courses précipitées, dont l'intensité variait. Le couloir en paraissait vibrant, comme si toute une armée de rats avait été occupée à tirer un butin de charogne sur le plancher. Pourtant, aucun rongeur, ni même une troupe de rongeurs, n'aurait pu produire de tels sons, pas plus qu'il n'aurait pu déplacer quelque chose d'aussi pesant que l'objet qui arrivait tout à fait en dernier. Il y avait une chose dans le caractère de ces bruits, une chose que je n'aurais su ni caractériser ni décrire, et qui faisait que lentement, un frisson s'était mis à courir le long de ma moelle épinière. Dieu du ciel! Qu'est-ce que c'est que tout ce vacarme? M'écriai-je. Les rats! Je vous dis, ce ne sont que des rats. La voix de Carnby n'était plus qu'un cri aigu, hystérique. Un instant plus tard, on frappa nettement un coup à la porte, au niveau du seuil. Au même moment, un lourd martèlement me parvint du placard fermé, à l'autre bout de la pièce. Carnby, qui s'était jusque-là tenu très droit sur sa chaise, se tassa soudain, abattu. Son teint était cireux, son regard presque fou de frayeur. Ce doute et cette tension de cauchemar devinrent insupportables, et je courus à la porte, l'ouvris toute grande, en dépit des protestations frénétiques de mon employeur. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais découvrir quand j'enjambais le seuil pour passer dans le couloir faiblement éclairé. Lorsque je baissai les yeux et vis la chose sur laquelle j'avais manqué de mettre le pied, je fus envahi par une stupéfaction dégoûtée, puis par une véritable nausée. C'était une main humaine qui avait été sectionnée au niveau du poignet. Une main osseuse, bleuâtre, comme celle d'un cadavre vieux de 8 jours, dont les doigts et le dessous des ongles trop longs avaient été envahis par la moisissure des jardins. Cette chose maudite s'était déplacée. Elle avait reculé pour m'éviter et rampait le long du passage, un peu à la manière d'un crabe. Et, comme je la suivais du regard, je vis qu'elle était précédée d'autres choses encore, parmi lesquelles je devais reconnaître un pied d'homme, puis un avant-bras. Je n'osais regarder le reste. Tout se déplaçait avec lenteur, s'éloignait en une atroce procession macabre. Et je ne saurais décrire la manière dont elle progressait. Leur vitalité individuelle était atroce, insoutenable. Elle était plus forte que la vitalité propre à ce qui est vivant. Et cependant l'air était alourdi de relents de charogne. Je détournai les yeux, fis un pas en arrière pour rentrer dans la chambre de Carnby et fermer la porte derrière moi d'une main tremblante. Carnby était à mes côtés avec la clé. Quand il la tourna dans la serrure, ses doigts, qui paraissaient pris de paralysie fébrile, étaient aussi faibles que ceux d'un vieillard. « Vous avez vu ?» murmura-t-il, la gorge sèche, d'une voix chevrotante.
Au nom du ciel, qu'est-ce que tout cela signifie ?» m'écriai-je. Carnby retourna à sa chaise d'un pas que son manque de force rendait un peu chancelant. Ses traits étaient tirés par l'angoisse, rongé qu'il était par quelque horreur intérieure. Il tremblait visiblement comme un malade agité par la fièvre. Je pris place sur une chaise près de lui, et il entreprit, en bégayant, son incroyable confession. Il était à demi incohérent, prononçait parfois des paroles sans suite et s'interrompait ou se taisait souvent. Il est plus fort que moi, même dans la mort, même une fois son corps démembré à l'aide du scalpel et de la scie de chirurgien dont je me suis servi. J'ai cru qu'il ne pourrait pas revenir après cela, après avoir enterré les morceaux dans des dizaines d'endroits différents, dans la cave, sous les arbustes, au pied du lierre. Mais le Necronomicon dit vrai. Et Hellman Carnby le savait. Il m'avait averti avant que je ne le tue. Il m'avait dit qu'il reviendrait, même dans cet état. Je ne l'ai pas cru pourtant. Je haïssais Hellman, et il me haïssait lui aussi. Il avait acquis une connaissance et un pouvoir plus grand que les miens. Et il était plus favorisé que moi par ceux des ténèbres. C'est pour cela que je l'ai tué. Mon propre jumeau, mon frère, aussi au service de Satan et de ceux qui étaient là avant Satan. Nous avons étudié ensemble pendant bien des années. Nous avons célébré ensemble des messes noires et nous avons eu les mêmes amis. Mais Hellman Carnby est allé plus avant dans l'occulte, dans l'interdit, là où je ne pouvais le suivre. J'en suis arrivé à le craindre et n'ai plus pu supporter sa suprématie. Il y a plus d'une semaine, il y a 10 jours, que j'ai commis ce forfait. Hellman pourtant, ou quelques morceaux de lui, est revenu toutes les nuits. Dieu, ses maudites mains rampant sur le plancher, ses pieds, ses bras, les morceaux de ses jambes en train de monter l'escalier de façon innommable pour me hanter. Seigneur, son terrible torse couvert de sang qui guettait mon passage. Je vous le dis, ses mains sont même venues frapper à ma porte pendant la journée et ont tâtonné pour l'ouvrir. Et j'ai trébuché dans le noir sur ses bras. Oh mon Dieu, je vais devenir fou de toute cette horreur. Mais il veut que je devienne fou, il veut me torturer jusqu'à ce que mon cerveau m'abandonne. C'est pour cela qu'il me hante ainsi, par petits morceaux. Il pourrait achever le tout en un rien de temps, avec le pouvoir démoniaque qui est le sien. Il pourrait réunir les membres et le corps qui ont été disjoints et m'assassiner, comme je l'ai assassiné. Avec quelle précaution j'ai enterré les morceaux, après quelle infinie réflexion. Et comme tout cela était inutile. J'ai également enterré la scie et le scalpel à l'autre bout du jardin, aussi loin que possible de ces mains mauvaises qui brûlaient de pouvoir se poser dessus. Mais je n'ai pas enterré la tête avec les autres morceaux. Je l'ai laissée dans ce placard, au bout de ma chambre. Quelquefois, je l'entends remuer là-dedans, comme vous l'avez entendu tout à l'heure. Mais il n'a pas besoin de sa tête.
Sa volonté réside ailleurs, et il peut opérer intelligemment à travers tous ses membres. Naturellement, j'ai fermé toutes les portes et toutes les fenêtres le soir quand j'ai découvert qu'il revenait. Pourtant, cela n'y a rien changé. J'ai tenté de l'exorciser avec des incantations appropriées, avec toutes celles que je connaissais. Aujourd'hui, j'ai essayé la formule souveraine du Necronomicon que vous avez traduite pour moi. Je vous ai fait venir ici pour que vous me la traduisiez. Et puis, je ne pouvais pas supporter plus longtemps d'être seul. Et je pensais que la situation serait peut-être différente s'il y avait quelqu'un d'autre dans la maison. Cette formule était mon dernier espoir. Je pensais que cela l'arrêterait. C'est une incantation très ancienne et tout à fait terrible. Mais vous l'avez vue. Elle est sans effet. Sa voix avait baissé. Il ne pouvait plus que marmonner entre ses dents et demeurer assis, regardant fixement devant lui avec des yeux aveugles, intolérables, dans lesquels je voyais s'allumer une lueur de folie. Je ne savais que dire. La confession qu'il avait faite était ineffablement atroce. Le choc moral et l'épouvantable horreur surnaturelle que j'avais ressentie m'avait presque stupéfié. J'étais étourdi, au point d'avoir perdu presque toute sensibilité. Quand je commençai à me reprendre, je sentis sourdre en moi la montée irrésistible d'un flot de répugnance à l'égard de l'homme qui se trouvait à mes côtés. Je me levai. La maison était devenue très silencieuse, comme si le macabre et la funeste armée de ses assiégeants avait à présent regagné ses différentes tombes. Carnby avait laissé la clé dans la serrure. J'allai à la porte et la tournai rapidement. « Vous partez ? Ne vous en allez pas !» supplia Carnby d'une voix que l'effroi faisait trembler, tandis que je restais là, la main sur la poignée. « Oui, je m'en vais, » lui dis-je avec froideur. « Je renonce à mon emploi dès maintenant. Et j'ai l'intention de faire ma valise et de quitter votre maison dans les délais les plus brefs. » J'ouvris la porte et sortis, refusant d'écouter les arguments, les prières et protestations dont il m'accablait à voix basse. Étant donné la situation, je préférais faire face à tout ce qui pouvait être tapi dans ce sinistre passage, aussi répugnant et terrifiant que cela pût être, plutôt que de supporter davantage la société de John Carnby. Le couloir était désert, mais en me hâtant vers ma chambre, je frissonnais de répulsion au souvenir de ce que j'avais vu. Je crois que j'aurais hurlé au moindre bruit ou au moindre mouvement si j'en avais perçu dans l'ombre.
Je commençais à remplir ma valise, poussé par le sentiment que j'étais talonné et qu'il me fallait me hâter. Il me semblait que je ne pourrais m'échapper assez vite de cette maison aux abominables secrets, sur laquelle pesait une atmosphère lourde de menaces. Je me trompais dans ma précipitation, me heurtais aux chaises, car mon cerveau et mes doigts s'engourdissaient sous l'effet d'une appréhension qui me paralysait. J'avais presque achevé mon travail, quand j'entendis un bruit de pas lents et mesurés qui montait dans l'escalier. Je savais qu'il ne s'agissait pas de Carnby, car il s'était enfermé dans sa chambre dès que je l'avais quitté. Et j'étais certain que rien n'avait pu le persuader d'en sortir. De toute manière, il n'aurait difficilement pu descendre sans que je m'en rendisse compte. Les pas atteignirent le palier et passèrent devant ma porte, avançant dans le couloir avec cette même monotonie de rythme, cette régularité de machine. Assurément, ce n'était pas là la démarche nerveuse et feutrée de John Carnby. Mais qui était-ce alors ? Mon sang s'arrêta dans mes veines. Je n'osais achever la conjecture qui s'était imposée à mon esprit. Les pas s'arrêtèrent. Je sus ainsi qu'il avait atteint la porte de Carnby. Une pause suivit, pendant laquelle je pus à peine respirer. Et puis, j'entendis un fracas effroyable, un bruit à vous détraquer les nerfs, causé par quelque chose qui volait en éclats, et par-dessus tout, le hurlement d'un homme, réduit aux dernières extrémités de la terreur qui montait. J'étais incapable de bouger. C'était comme si une main de fer invisible s'était posée sur moi, afin de m'en empêcher. Je n'ai aucune idée du temps où je restais à attendre et à écouter. Le hurlement était retombé et avait rapidement fait place au silence. Je ne percevais plus rien à présent, si ce n'est un son faible, très particulier, et que mon esprit se refusait à identifier. Ce n'est pas ma propre volonté, mais quelque chose de plus fort qu'elle, qui me poussa enfin en avant et me contraignit à suivre le couloir jusqu'au studio de Carnby. Je ressentais la présence de cette volonté comme une chose toute puissante et surhumaine, une force démoniaque, un mesmérisme malveillant. La porte du studio avait été brisée et ne tenait plus que par l'un de ses gonds. Elle avait volé en éclats sous le choc provoqué par une force plus grande qu'aucune force mortelle. Une lumière brûlait encore dans la pièce, et le bruit innommable que j'avais entendu cessa comme je m'approchais du seuil. Il fut suivi par un silence absolu, sinistre. À nouveau, je m'arrêtai et ne pus aller plus loin. Cette fois cependant, ce fut autre chose qu'un magnétisme infernal et dominateur qui pétrifia mes membres
et m'immobilisa, avant que je n'aie atteint le seuil. En parcourant du regard l'étroit espace encadré par l'ouverture de la porte et illuminé par une lampe que je ne pouvais voir, j'aperçus l'une des extrémités du tapis d'Orient et les contours abominables d'une ombre monstrueuse, immobile, qui se projetait jusque sur le plancher. Énorme, allongé, difforme. L'ombre était en apparence projetée par les bras et le torse d'un homme nu qui se penchait en avant, une scie de chirurgien à la main. Sa monstruosité tenait à ceci. Alors qu'on pouvait nettement distinguer les épaules, la poitrine, l'abdomen et les bras, l'ombre était sans tête et paraissait s'achever sur un coup tranché net. Il était impossible, si l'on considérait sa position relative, que la tête ait pu être cachée à ma vue par n'importe quel effet de perspective. J'attendis, incapable d'entrer ou de reculer. Mon sang avait été refoulé jusqu'au cœur en accourant d'une épaisseur de glace, et toute pensée était figée dans mon cerveau. Il y eut une pause lourde d'une horreur sans fin. Puis, du côté du placard fermé, un fracas d'une violence terrible, un bruit de bois qui volait en éclats, des gonds qui gémissaient. Le tout suivi du choc sourd et sinistre d'un objet inconnu qui heurtait le sol. À nouveau, ce fut le silence. Un silence semblable à celui qui aurait pu régner si le mal consommé avait savouré en silence un triomphe indicible. L'ombre n'avait pas bougé. Il y eut un moment de contemplation hideuse dans son attitude, tandis que sa main levée brandissait toujours la scie, comme si elle avait été penchée sur une œuvre achevée. Il y eut une nouvelle pause. Puis, sans avertissement, je fus témoin de l'effroyable et inexplicable désintégration de l'ombre, qui parut se disloquer doucement, aisément, en diverses ombres, avant que je ne la perde de vue. J'hésite à décrire la manière, comme à spécifier les points où se produisit cette singulière dislocation, cette division multiple. J'entendis simultanément le claquement assourdi d'un instrument métallique sur le tapis perçant et un son qui n'était pas celui produit par la chute d'un corps unique, mais par celle de plusieurs corps. Une fois encore, ce fut le silence. Un silence semblable à celui qui règne dans certains cimetières la nuit, lorsque fossoyeurs et ghouls ont achevé leur macabre travail et que les morts gisent seuls. Attiré par ce mesmérisme funeste, comme un somnambule mené par un invisible démon, j'entrai dans la pièce. Je sus, avec une prescience répugnante, quel allait être le spectacle qui m'attendait.
une fois passé le seuil. Le double tas de fragments humains, dont certains étaient frais et sanglants, d'autres déjà bleuis par la putréfaction, maculés de terre, entremêlés en une horrible confusion sur le tapis. Une scie et un scalpel rougi jaillissaient de la pile. Un peu à l'écart, entre le tapis et le placard ouvert dont la porte avait éclaté, une tête humaine reposait, bien droite, face aux autres restes. Elle était dans le même état de décomposition naissante que le corps auquel elle avait appartenu. Mais je jure que je vis une exultation mauvaise s'effacer de sa physionomie au moment où je pénétrais dans la pièce. En dépit de la corruption qui les marquait, ses traits avaient une ressemblance manifeste avec ceux de John Carnby, et il ne pouvait appartenir qu'à son frère jumeau. Les effroyables inférences qui enveloppèrent mon cerveau de leur nuage noir et visqueux ne peuvent être décrites ici. L'horreur que je contemplais et l'horreur plus grande encore que je soupçonnais auraient fait rougir, au fond de leur gouffre glacé, les atrocités les plus immondes de l'enfer. Il n'y avait qu'une atténuation, qu'une miséricorde dans tout cela. Je n'eus pas à contempler cette intolérable scène plus de quelques instants. Soudain, en effet, je sentis qu'une chose avait disparu de la pièce. Le charme malin avait été rompu. La volonté toute puissante qui me tenait captif ne se manifestait plus. Elle m'avait libéré à présent, comme elle avait libéré le corps démembré d'Elman Carnby. J'étais libre de partir. Je m'enfus alors de cette chambre révoltante, traversai comme un fou, tête baissée, la maison sans lumière, et allai me jeter dans l'obscurité extérieure de la nuit. Et c'est une fin d'histoire. Voilà, voilà.